Bonjour à tous, donc moi c'est Florent Pruvot, ingénieur de recherche à l'INRIA, travaillant plutôt avec donc les équipes HPC du centre, et notamment sur des thématiques solveurs d'algèbre linéaire, creux, dense et à base de runtime system tels que StarPew. Et donc aujourd'hui, là, on m'a proposé, bon, pour un petit peu discuter avec vous de choses qui se rapportent à l'utilisation plutôt de bibliothèques externes prêtes sur l'étagère pour exploiter derrière les GPU, sans avoir directement à coder des GPU. Bon, Sam a pas mal déjà parlé sur la complexité de ce que c'est que de programmer sur GPU. C'est vrai que bon, il y a déjà la programmation, mais il y a aussi finalement l'environnement logiciel qui est aussi compliqué quand on doit commencer à maintenir son propre logiciel et gérer des histoires de compatibilité à vérifier entre le compilateur, le driver CUDA, la lib CUDA de développement, gérer différents langages de programmation. Ça veut dire dupliquer certaines parties du code dans des appels voilà, différents, avoir des sous-modules. Donc, c'est beaucoup de maintenance de code, ça peut être compliqué. Donc, on a parlé des transferts mémoire, de gérer la mémoire côté GPU, je ne reviens pas dessus. Ça, c'était juste une image d'un nœud sur Adastra avec les GPU MI250. Donc, vous voyez, on commence à être habitué à la non-uniformité d'accès de la mémoire sur la partie CPU. Sur GPU, ça devient un petit peu pareil, parce que là, on se retrouve avec 4 cartes MI250 qui sont en fait constituées de 2 sous-GPU. Et donc, on a des accès un peu rapides entre les deux GPU de la même carte. Puis après, entre cartes, c'est un petit peu plus long. Et puis entre CPU et les cartes, c'est encore plus long. Donc là, sur la doc, sur la page utilisateur d'Adastra, il y a par exemple là, les bandes passantes, sans compter la latence, mais les bandes passantes. Donc en vert clair, on a entre deux GPU de la même carte. En vert un peu moins clair, entre deux GPU de cartes différentes. Et enfin, entre les CPU et les GPU. Et donc, on a des facteurs 2 à 3. Et encore, tout ça, j'imagine que c'est avec la fameuse mémoire déjà punaisée, hein, entre le CPU et les GPU. Donc, ça m'en a parlé. Si on veut bien exploiter tout ça pour cacher les temps de transfert, il faut pipeliner entre calcul et communication des données entre les différentes mémoires. Donc, qui a envie de se frapper ça, ça peut être sympa, hein, mais bon, c'est compliqué. Et puis, voilà, un parallélisme très massif qu'on va appeler de grain fin. Et donc, c'est certainement très rigolo à faire dans certains cas, mais au final, c'est vraiment une grande complexité. Ça peut être des heures et des heures de travail, et puis une maintenance à faire, et puis finalement, à réévaluer un peu tous les ans ou les 2 ans, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles architectures qui sortent et qui changent de structuration. Et enfin, il faut aussi, du coup, avoir sous la main, donc quand on le fait, il faut vraiment avoir en tête que les algorithmes doivent être vraiment embarrassingly parallèles, chaque petite tâche, parce que là, c'est des GPU, par exemple, le A100 avec 6000 cœurs, donc il faut préparer quelque chose de l'ordre de 700 000 threads. Donc, par exemple, nous, on fait pas mal d'algèbre linéaire. Bon, les gemmes en dense, les produits de matrice en dense, généralement, les tailles qu'on prend, c'est souvent de l'ordre de 2000 par 2000. Pourquoi? Parce qu'à chaque itération, on va faire 2000 fois, en fait, 4 millions de multiplications qui sont prêtes tout le temps en permanence. On a 4 millions d'opérations prêtes en parallèle à être exécutées. Donc, c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Mais dès lors que vous sortez un peu de ce cadre-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, éviter de faire du GPU. Donc, peut-être, si c'est possible, donc bien sûr, ce n'est pas possible dans toutes les physiques et dans tous les algorithmes, mais il y a quand même un certain nombre d'opérations quand on fait du calcul scientifique où on fait un peu la même chose, c'est-à-dire des produits de matrice, des opérations, on va dire, matricielles ou vectorielles qui vont se ressembler. On va pouvoir appeler des API pour faire ça. Alors, avant d'utiliser une lib externe, quand même réfléchir à laquelle lib, parce qu'il peut y en exister plusieurs prêtes sur l'étagère à l'emploi, mais essayer vraiment de réfléchir à trouver la plus appropriée pour son problème. Des fois, on n'a besoin que de une ou deux fonctionnalités, et peut-être éviter d'aller vers des grandes promesses, donc des libres qui promettent énormément de choses, mais qui sont aussi peut-être un peu usines à gaz, avec trop de fonctionnalités, et du coup décalerait un peu la problématique vers des problèmes d'installation ou de complexité aussi d'API ou de choses comme ça. Donc, faire attention à la qualité du logiciel qu'on va utiliser. Hein. Est-ce que c'est bien un logiciel testé, réalisé, avec une API stable? Donc, quand on change de version, si à chaque fois il faut changer ces appels, c'est quand même une complexité à maintenir. Vérifier un peu que la documentation soit bien propre. Et un système de bug tracker, d'issue qui soit quand même suffisamment actif. Tout ça dans la philosophie de rester focalisé sur son niveau à soi de plus-value de ses algorithmes. Et essayer d'éviter de recoder des choses qui ont déjà été faites et qui fonctionnent déjà très bien par ailleurs. Donc là, juste des exemples dans différents écosystèmes de libs qui peuvent être existantes et intéressantes à utiliser.
à différents niveaux, on va dire, d'exploitation. Donc certains plus sur un seul GPU, ou d'autres en utilisant plusieurs GPU, et puis d'autres encore en utilisant carrément tous les CPU et les GPU carrément sur différents nœuds en distribué. Donc d'abord, parlons un peu de l'écosystème Python. Bon, bah, il y a les équipes NVIDIA avec CUDA qui proposent déjà pas mal de choses, notamment sur l'algèbre linéaire. Donc il y a QNumérique, donc c'est tout ce qui est algèbre linéaire dense. Donc en gros, vous allez retrouver l'équivalent des fonctionnalités de NumPy sur GPU. Ça, c'est prêt, ça fonctionne bien. Après, si on prend juste un petit peu plus de recul et qu'on va dire, on va vers un peu plus d'abstraction, il y a des outils comme, enfin des bibliothèques comme QPy, donc là qui va proposer et NumPy et SciPy. Donc SciPy, ça va aller un peu plus loin que NumPy. Ça va être de l'algèbre linéaire toujours, mais aussi avec des fonctionnalités FFT, la gestion de matrices creuses, des choses comme ça, beaucoup plus de solveurs linéaires un peu compliqués, un peu plus spécifiques, on va dire. Et donc eux, ils promettent un peu tout ça sur GPU, tout en étant agnostiques, c'est-à-dire pas être que en CUDA. Alors globalement, c'est surtout CUDA qui supporte, mais de plus en plus, ils essaient aussi de supporter toute la couche ROCm. Et donc de pouvoir appeler avec une seule API les fonctionnalités de NumPy et SciPy sur GPU, que vous soyez sur les cartes de NVIDIA ou d'AMD. Dans l'écosystème C++ Fortran, bon, bien sûr, on a les libs classiques livrés avec NVIDIA, CUDA et ROCm, et aussi Intel et OneAPI, donc qui utilisent Cycle, il me semble, en sous-jacent. Donc là, il y a énormément de fonctionnalités, déjà, notamment toujours plutôt sur l'algèbre linéaire, mais il y a quand même beaucoup de choses. Donc, vous connaissez tous certainement les QBLAS, donc tout ce qui est algèbre linéaire dense, mais il y a aussi les QSolver, donc là, on est au niveau LAPACK, donc résolution de système linéaire en dense, mais il y a maintenant aussi tout ce qui est QSparse, et puis des bibliothèques comme AMG ou Rockelution, là, côté AMD, où la promesse est de carrément arriver sur des niveaux d'algorithmes qui sont des méthodes hybrides pour résoudre des systèmes linéaires par approche et directe et itératif, et voilà, avec des multigrilles, des préconditionneurs et tout ça. Bon, alors ça a l'air fantastique, c'est bien, on a tout ça d'accessible. Mais bon, si vous êtes utilisateur dans une application et que vous voulez vous linker à ça, dès lors que vous changez de machine et de GPU, il va falloir quand même, à un moment donné, changer d'API aussi. Et donc, ça veut dire quand même que si vous voulez tout supporter, il va falloir au moins 3 versions de vos appels pour appeler les trois différents standards, là, les 3 différents paradigmes. Ce n'est pas toujours simple. Donc, si on prend encore un peu plus de recul, on a des outils comme Magma ou Jinko, donc, qui vont être des bibliothèques qui vont vous donner de l'algèbre linéaire, dense et creux. Alors, Magma, c'est à peu près tout le dense et un peu de creux, quelques opérations matricielles avec des matrices creuses, afin de pouvoir exploiter vraiment tout le nœud avec tous les CPU et tous les GPU. Et ce, de manière, tout en cachant les glues en dessous vers les QBLAS et vers les ROCBLAS et compagnie. Donc, vous ne voyez vraiment pas, là, CUDA, Cycle et compagnie, ça, vous ne voyez pas, vous avez juste une API C++ très claire. Vous avez vos tableaux en mémoire principale, vous appelez l'API, il se débrouille pour optimiser ça et vous êtes censé avoir des bonnes perfs. Donc là, bien sûr, on arrive à un niveau où quand même, si on veut exploiter tous les CPU et tous les GPU, et vu la puissance des nœuds actuels, c'est plutôt pour des gros problèmes. Donc là, on donne des grosses matrices à Magma pour que ce soit intéressant. Ce n'est pas plein de petites matrices, quoi. Et Jinko, c'est un peu le même esprit, sauf qu'ils essayent, donc c'est plutôt un écosystème C++. On est un peu aussi dans l'abstraction de cacher toutes les spécificités des implémentations vendeurs, là. Et ils veulent, a priori, la promesse est d'aller quand même plus loin en termes de fonctionnalités donc de solvers, notamment sur les solvers linéaires. Là, il y a vraiment toute une panoplie. Ils veulent vraiment fournir toute une panoplie de solvers directs, itératifs, tout un peu ce qu'on peut retrouver dans PETSI, essayer de l'avoir là en C++ et pouvoir exploiter différents types de GPU derrière. Donc tout ça, là, pour le moment, on est en mono-nœud, on n'est pas en distribué. Mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc si on passe en distribué, un exemple qu'on peut citer, c'est PETSI, c'est bien connu, hein, c'est historique, ça fait des années que ça existe. On a beaucoup de physiciens et de numériciens qui utilisent déjà PETSI. Et donc, eux, ils font l'effort en interne, notamment de supporter donc, à l'intérieur, disons, leur objet, de pouvoir utiliser leur objet et d'appeler derrière du QSparse ou du QBLAS, voire même, je pense qu'il y a du travail aussi avec la pile ROCm et la pile Intel. Et donc, de vous fournir finalement un peu les fonctionnalités que vous avez habitué à avoir en PETSI,
et de pouvoir dire, bah là, telle opération avec ma matrice, plutôt que de la faire sur CPU, tu vas la faire sur GPU. Et il va le gérer. Alors après, je ne sais pas, j'en ai discuté avec Pierre ce matin, je ne sais pas, pour le moment, a priori, c'est un calcul sur un GPU. Je ne sais pas s'ils ont le niveau de gestion, par exemple comme Magma, de dire fais-moi cette opération en utilisant, par exemple, ces 8 CPU-là et ces 2 GPU-là en même temps, parce que la taille de mon problème fait que j'ai envie d'utiliser tout ça. Et opposé à la librairie par exemple, ça a été par ça. Donc c'est sur un GPU. Tu vises un device. D'accord. Donc voilà, donc là, dans PETSI, les opérations que vous allez faire sur le GPU, c'est vraiment une grosse fonction de type PETSI qu'on va dire, allez, là, tu l'envoies sur GPU. En fait, ça va se faire à la déclaration des données. Après, c'est la matrice qui est de type matrice sur GPU, et du coup, il va l'allouer sur le GPU et donc appeler le kernel correspondant. Et enfin, un dernier petit exemple, donc ça, c'est plutôt la pile logicielle sur laquelle nous, on travaille à Bordeaux avec pas mal de collègues chercheurs. Et la particularité de cette pile logicielle, donc c'est un peu comme, alors c'est pas PETSI parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités, c'est de l'algèbre linéaire dense et creuse, donc typiquement des produits de matrice, des factorisations en dense, en creux. Et l'originalité, c'est vraiment de le faire en exploitant un runtime system qui est StarPio. Et l'idée, c'est de pouvoir simplement exprimer tous ces algos-là en tâches et de pouvoir exploiter comme ça tous les CPU, les GPU disponibles, et même en multi-nœuds, et de cacher et de s'abstraire tout en cachant la complexité de quel type de GPU ça va être. C'est des choses qu'on ne voit pas dans nos codes. Donc, c'est aussi multi-nœuds. On peut aussi faire du distribué. Alors, des petits exemples de code, simplement pour se rendre compte. Donc là, je voulais juste présenter quelque chose de très simple. Donc, par exemple, admettons qu'on veuille faire un gem en CUDA. Donc, ça veut dire qu'il faut allouer nos données, donc C égale A fois B. Donc, on alloue nos données sur la mémoire principale. Puis, ça veut dire qu'on initialise nos matrices. Puis après, il faut aussi allouer les données sur le GPU. Donc, admettons qu'on ait une fonction d'Everell qui alloue la mémoire côté GPU. Puis après, il faut gérer la copie de la donnée mémoire principale vers notre GPU. Et puis, il faut coder notre kernel, notre noyau qui va faire la multiplication, l'appeler. Puis bon, si c'est un noyau asynchrone, il va falloir gérer les synchronisations, parce que potentiellement, on va en envoyer plusieurs potentiellement sur la carte pour faire ce qu'on disait tout à l'heure avec le recouvrement entre les transferts et le calcul. Et puis enfin, rapatrier les données inversement du device vers le host et faire des synchronisations. Bon, c'est un peu compliqué. Et puis là, on n'est qu'avec un seul GPU. Après, admettons que vous ayez des algos, vous ayez plusieurs GPU, il faut gérer en plus un parallélisme au niveau du multi-GPU. Bon, l'idée d'utiliser une lib prête sur l'étagère qui fait ça pour vous, le gros gem distribué avec tous les GPU, c'est simplement voilà, de rester concentré sur ces tableaux habituels en mémoire principale. J'ai mon ABC, j'initialise, et ensuite de déléguer l'opération à la bibliothèque qui va faire ça toute seule. Et simplement, à la limite, ce que vous allez spécifier, c'est sur combien de cœurs de calcul, enfin combien vous voulez de cœurs CPU et de GPU visibles pour ce calcul-là, pour ce traitement-là. Sachant que là, j'ai mis des nombres via une API, 32 et 4, mais en fait, ça peut être aussi géré par des variables d'environnement. En dessous, on va dire par exemple à StarPU, je ne te montre que les CPU nommés 0, 1, 2, 3, 4 et les GPU 0, 1, et tu travailles que là-dessus. Et le reste, peut-être, il y a autre chose qui se passera à côté. Des choses qu'on peut faire. On peut aussi donner un sous-communicateur MPI. Donc voilà, c'est la promesse de simplicité. Hein. Ça existe déjà. Utiliser plutôt cette routine-là, c'est quand même plus simple. Et en plus, ça risque d'être déjà bien performant. Et voilà, alors, encore une fois, c'est plutôt pour des grosses matrices. Alors, il y a une autre chose intéressante aussi dans l'utilisation de ce type de bibliothèque, c'est que on peut avoir des versions aussi asynchrones de ces fonctions-là. Ce qui veut dire que, par exemple, je pourrais enchaîner, admettons, un produit de matrice GEM avec une décomposition QR en version asynchrone pour essayer, par exemple, de remplir au maximum les ressources disponibles, qu'elles ne soient jamais vraiment à l'arrêt. Parce que forcément, il y a des algos qui sont trivialement parallèles comme le GEM. Donc là, globalement, le temps du GEM, tout est occupé. Mais si on commence à faire des factorisations LU ou des choses comme ça, vous avez déjà vu, c'est des patterns finalement où il y a à un moment donné beaucoup de parallélisme. Puis à un moment donné, vers la fin de la facto, ça se resserre. Et là, à ce moment-là, si simplement on appelle que cet algo-là et qu'on attend la fin, en fait, on a beaucoup de CPU et potentiellement des GPU même qui se retrouvent un peu inoccupés
Donc, ça peut être intéressant d'appeler un gem, un QR en parallèle et de laisser finalement le runtime qui est en dessous, détecter les dépendances de tâches un peu plus fines en dessous et d'occuper un maximum les ressources. Et donc là, simplement pour finir, un exemple en distribué, on se dit, ouais, mais en distribué, ça va peut-être être plus compliqué. En fait, pas tant que ça. Donc là, je parle de Caméléon parce que nous, on intervient dessus, donc c'est plus facile pour en parler. Mais je pense qu'en PET6, ce n'est pas très compliqué non plus. Mais en gros, en distribué, forcément, votre donnée, elle est répartie entre différents processus MPI. Donc, on passe par un descripteur de matrice, donc on passe par une structure C qu'on remplit via l'appel à une fonction, là, par exemple Caméléon deskCreate, où on va donner des paramètres. Et donc, on va expliquer quelle est la forme de la matrice, donc quelle est sa taille globale et quelle est la taille des sous-blocs. Et on va dire, on va laisser à l'utilisateur, alors soit il y a des comportements par défaut, mais l'utilisateur doit aussi dire sur quel rang MPI tel bloc est alloué et est géré. Donc voilà, c'est juste une fonction à remplir. En fonction de mon indice MN, position du bloc dans la matrice, quel est le rang MPI. Donc on décrit la matrice, puis après, il faut la remplir. Donc pour la remplir, soit il existe des fonctions de conversion qu'on donne à l'utilisateur, par exemple conversion d'un tableau LAPACK en un descripteur comme ça, Caméléon, structuré en sous-blocs. Ou alors, il y a des façons aussi très génériques qui existent, qui est de finalement laisser à l'utilisateur remplir la matrice, et simplement via un pointeur de fonction. C'est-à-dire que nous, on propose un insert task, c'est-à-dire qu'on insère des tâches où en fait, on va boucler sur toutes les tuiles, de façon embarrassingly parallèle, et on demande juste à l'utilisateur de nous donner la fonction qu'on doit appliquer pour remplir cette tuile. Et nous, notre fonction, ce qu'elle dit, c'est qu'elle renvoie juste à l'utilisateur la position MN du sous-bloc dans la matrice et le pointeur de la tuile, et puis vas-y, remplis. Et on lui donne des métadonnées à côté via une structure opaque que l'utilisateur peut remplir. Donc là, ici, c'est une bête valeur flottante. Ma structure, elle est vraiment toute bête, elle est décrite, je ne sais plus où, là, au-dessus, là, data field, là. C'est juste un float, mais vous pouvez envisager ce que vous voulez à passer là-dedans. Ça peut être, par exemple, un descripteur de fichier pour aller lire un fichier HDF5 ou des paramètres de votre fonction numérique. Et puis voilà. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de très sorcier et que ça se fait bien. Et donc, même utiliser ces bibliothèques sur l'étagère, vraiment, si elles sont bien faites, elles sont faites pour être pratiques pour l'utilisateur. Et derrière, en fait, là, vos données elles sont chargées en mémoire principale. Et après, vous appelez les algos que vous voulez, enfin les algos disponibles. Donc, il y a du creux, il y a du dense. Et derrière, on utilise tous les CPU, les GPU disponibles. Voilà. C'était l'approche la plus simple. Donc, si vous avez des questions. Mais une question, c'est est-ce que ça se compose bien? Au sens où si tu as plusieurs opérations à faire différentes, mais qui sont dans la même bibliothèque, la bibliothèque se débrouille. Mais quand tu es obligé de piocher dans deux bibliothèques différentes, est-ce que ça se comporte bien, la composition des deux? Si ce n'est pas le même runtime en dessous. Si, alors, on a des bibliothèques qui utilisent le même runtime, par exemple StarPew. Et dans ce cas-là, si on appelle les interfaces, si les deux bibliothèques fournissent des interfaces asynchrones, oui, on peut pipeliner et mélanger les deux opérations et le runtime devrait être en mesure, il a enregistré les données, il voit les dépendances entre les données, il voit qu'on s'est séparé ou pas séparé, et bon, il peut se débrouiller. Et puis on a des façons, enfin, on a des fonctions API dans, par exemple, Caméléon ou Pastix pour dire là, je mets une barrière, un peu comme une barrière MPI ou CUDA. Donc oui, ça se fait. Après, si ce n'est pas le même runtime qui est utilisé, non, comme tout, hein, des gens qui vont utiliser Arcane et à côté CUDA à leur façon, ou Cocos, à un moment donné, va falloir laisser Cocos faire et puis mettre une barrière et puis faire autre chose, quoi. Enfin, ou peut-être mapper la partie Cocos sur un sous-ensemble de la machine en disant, là, c'est sous thread et enfin, on va rendre visible à Cocos que cette partie de la machine, avec ces threads sur ces cœurs-là et ces GPU-là, et peut-être d'autres parties. Mais ça, après, c'est un peu plus de la glue à faire avec des variables d'environnement, si la lib le permet. Mais bon, je pense que aujourd'hui, tous les runtime, ils te permettent de positionner tes tâches globalement. Quelle est la vision de la machine et... Donc, oui, moi, je pense que ça se fait bien. Ouais. Mais c'est quand même encore plus simple si c'est le même runtime, si c'est tout Arcane ou tout StarPew ou tout... Caméléon, c'est que pour les matrices blanches. Ouais. Et c'est parti alors pour les matrices. Alors, ouais. L'état du développement, donc Caméléon, c'est l'algèbre linéaire dense. Donc en gros, c'est produit de matrice facto. Enfin, c'est le niveau BLAST-LAPACK, quoi, mais en version distribuée. Donc en fait, c'est Scalapack, mais version sur StarPew. C'est ce style-là.
Après, matrice creuse, donc il y a Pastix et QRMUMS qui sont aujourd'hui en mesure d'utiliser StarPio. Donc QRMUMS est développé à l'IRIT à Toulouse et Pastix est développé là à Bordeaux. Et après, effectivement, il y a Mafis. Donc Mafis, c'était plutôt le projet historique sur tout ce qui est décomposition de domaines algébriques. Et donc Mafis, un peu à la manière de Petsy, c'est utiliser en interne, finalement, dans le moment où ils vont faire un préconditionneur, ils vont pouvoir utiliser Pastix ou MUMS ou QRMUMS. Mais Mafis aujourd'hui n'est pas directement, c'est plus comme Petsy qui va utiliser finalement QSparse à un moment donné. Tout n'est pas vu en tâche dans Mafis, c'est plutôt traditionnel, c'est code traditionnel on va dire. Et à un moment donné, ils vont être en capacité d'utiliser Pastix, et donc en dessous, Pastix peut lui utiliser StarPio et les GPU, etc. Mais pour le moment, non, dans Mafis, tout n'est pas parallélisé en tâches. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, je pense, qu'ils veulent développer. J'avais une question. Il disait ça marche pas très bien pour les petites matrices. Mais il y a quand même tous les trucs de batch parallélisme qui marchent pas mal dans ces cas-là. Dans Magma, par exemple? Ouais. 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 Ouais, si, oui, tu dois pouvoir le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais. Ouais. Mais bon, il faut un algo qui s'y prête, quoi. Parce que le batch, c'est un peu particulier. C'est que tu refais la même chose exactement un peu partout. Bon. Oui, c'est pas. Mais oui. Non, mais, Ouais. je veux dire, des petites matrices. Ouais. C'est pas si. Ouais, c'est sûr. Ouais. Oui, tout à fait. À partir du moment où tu as beaucoup d'opérations qui sont prêtes en parallèle, effectivement, ça peut être une bonne idée de faire du GPU. Et a priori, ouais, c'est libre. Ouais, va permettre. Une matrice 3-3 avec un calcul 3-3 à faire tout dans ton code, effectivement, peut-être que le GPU. Ouais. Non, mais c'était plutôt quand je disais que Magma est en capacité, par exemple, de paralléliser un gros algo à un moment donné, tout en exploitant les 4 ou 8 GPU plus les 64 CPU, et que tu veux faire une opération sur une matrice. Bon, quand tu fais ça, quand tu fais ça, tu fais vraiment sur une matrice genre de taille 100 000, 100 000, 200 000, 200 000, tu vois. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et du coup, c'est pas, tu ne recherches pas la même chose quand tu utilises Kublas ou Magma. Enfin,